Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce débat que nous consacrons à l'actualité nationale dominée par la tension perceptible entre le pouvoir et l'opposition sur la question des libertés publiques depuis l'annonce par le PDS de tenir un meeting le 21 novembre prochain. Pourquoi la tension est si vive? Y a-t-il possibilité pour les deux camps de s'entendre pour éviter la violence? Qui parle de démocratie parle bien sûr de justice. Nous allons aborder la question du limogeage du procureur spécial près la CREI, Alioune Ndao. Et puis nous terminerons par la déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale mardi dernier du Premier ministre Mahamat Dionne. À ma gauche, on commence par les dames. Fatou Diagne Senghor, bonsoir. Vous représentez article 19 et puis à l'extrême gauche, Hassan Ba, qui est libéral du PDS. Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir, Mamoudou. Luxar, juste à ma droite, de l'APR. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, maître Diène Ndiaye, qui représente Amnesty International, section sénégalaise. Luxar, nous allons commencer par vous. Vous êtes de l'APR, donc du pouvoir, et même conseiller politique du chef de l'État. Depuis quelques jours, il y a une tension entre l'opposition qui veut manifester et le pouvoir qui dit que ce n'est pas le moment parce que le sommet de la francophonie est presque imminent et qu'il y a des risques par rapport à la sécurité des personnes et des biens, faisant allusion un peu à la menace terroriste. Le chef de l'État a publiquement d'ailleurs parlé, il s'est exprimé sur la question. Mais aujourd'hui, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous du pouvoir? Merci, M. Khan. Je crois que par rapport à la question à nous poser, relative au respect ou non des libertés publiques, M. Khan, il n'y a pas de débat sous ce rapport-là. Nous sommes particulièrement attachés aux libertés, quelles qu'elles soient. L'autre élément qui me semble extrêmement important du point de vue de l'analyse du réel, c'est que nous avons dit que cette liberté inaliénable, imprescriptible, en aucun cas on ne devrait la toucher. On ne la touchera pas. Cependant, à l'épreuve du réel, vous avez dit que M. le Président de la République s'est prononcé. Il s'est prononcé de manière très claire. Nous avons dit que si l'objectif proclamé initialement au travers de voies autorisées venant de l'autre bord, celle qui consistait à dire, avec une analogie qui fait peur, que le 21 novembre sera au Sénégal pour le pouvoir ce qu'a été le 30 octobre pour Blaise Compaoré, un état de droit soucieux de préserver l'intégrité du territoire, soucieux de préserver les biens, la stabilité interne du pays, ne pouvait que s'en inquiéter. En quoi cela devrait-il gêner, d'autant plus qu'il y a eu le 23 juin pour le président Abdoulaye Wade? Les Sénégalais ont manifesté contre un texte soumis à l'Assemblée nationale, texte qui a été retiré, et puis tout le monde est rentré chez lui. Mamoudou, les deux cas de figure sont différents. L'analyse contextuelle montre qu'il s'agit de deux événements différents. Je pense que tout au cours du débat, il va falloir que nous analysions en profondeur ce qu'il y a comme analogie et comme différence. Je dis, lorsqu'en 2008, nous y étions, lorsqu'en 2008, se tenait le sommet de l'OCI, l'un des arguments phares, poussant même jusqu'au cantonnement des populations dans certains périmètres, quand nous étions au pouvoir, j'assume, c'était de dire que l'une des raisons explicatives de cette situation-là, c'était entre autres, je précise, la menace d'Al-Qaïda. Ça figure clairement sur ce que nous avions dit, analysé, élaboré et propagé. Si en 2008 déjà, le spectre du terrorisme avait été agité, qu'en est-il aujourd'hui? Au moment où, dans le combat contre deux versants, un versant de la bande sahélienne, avec l'opération Barkhane, Serval, etc., le terrorisme à nos frontières, et par rapport même à Daesh, État islamique, qui dit ouvertement que tous les pays qui aujourd'hui sont dans la coalition internationale, donc entre autres parmi nos autres,
le Canada, la France, etc. Ces pays-là seront frappés partout où de besoin. La menace n'est pas virtuelle, elle est potentielle. Moi, je crois que c'est l'une des raisons. L'autre raison, moi, je crois que c'est clair que si aujourd'hui nous avons suffisamment de garanties, et je conclue sur ça, suffisamment de garanties, et je crois que de plus en plus on va vers ça. Oui. Si nous avons suffisamment de garanties, rien, absolument rien, n'empêchera la tenue du meeting du PDS. Écoutez, Hassan Ba, ce qu'il dit est assez intéressant. Il demande des garanties et votre meeting va se tenir le 21 novembre. Quel entendement avez-vous de ces garanties? Merci Mamoudou, merci Mamoudou Ibra. Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation faite à notre parti, le Parti démocrate sénégalais. Merci pour ça. Merci également à vos téléspectateurs. Je voudrais également dire un bonsoir amical à mes co-débatteurs et à l'ensemble des téléspectateurs de votre télévision. Pour revenir au débat, je voudrais d'abord dire que la seule garantie, c'est le respect des libertés individuelles et démocratiques consacrées dans la Constitution du 7 janvier 2001. Vous n'avez pas de garantie à donner? C'est la seule garantie, c'est la Constitution qui est là, qui est arbitre aujourd'hui. Nous, notre garantie, organisateurs. Notre garantie, c'est d'exercer un droit, conformément aux lois de la République, en toute quiétude, en toute tranquillité, faire ce qu'on a à faire et rentrer calmement chez nous. Vous savez, je vais vous dire, nous avons, depuis un bon moment, initié 13 manifestations. Sur les 13 manifestations, Mamoudou, il n'y a que 4 qui ont été autorisées. Et ça, c'est au niveau interne du Parti démocratique sénégalais seulement. Hein. Je ne parle pas des associations citoyennes, d'autres organismes, etc., etc. C'est quand même grave de suspendre les libertés démocratiques consacrées par l'article 8 de la Constitution. Nous ne saurons accepter que les libertés démocratiques et individuelles soient véritablement bloquées. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on exerce les droits et en toute responsabilité. Je pense qu'évoquer le cas Al-Qaïda, évoquer des phénomènes extérieurs à notre pays, c'est faire fausse route. Je vais vous rappeler... Il vous rappelle que vous aviez évoqué cela. Aucune personnalité du Parti démocratique sénégalais n'a évoqué ce que Luc Sarr vient de dire. Je lui mets au défi. Aucune de nos réunions n'a été consacrée à ça. Je lui mets au défi. D'en rapporter la preuve. Oui, et moi, je le 2008, quand le pouvoir en place organisait le sommet de l'ECI. Il est très précis. Hein. Mais écoutez, justement, venons-en au sommet de l'ECI. Ouais. Est-ce que la francophonie est plus importante que le sommet de l'ECI? Je ne le pense pas au Sénégal. Et pourtant, ces gens qui étaient en son temps dans l'opposition ont manifesté pendant l'OCI, pendant le sommet de l'OCI. Et pourtant, nous les avons autorisés. Nous n'avions pas qu'il allait perturber. Autre chose, le 3 avril 2010, lorsqu'on procède à l'inauguration du monument de la Renaissance à Ouakam, c'est ce même jour, au moment où les Kadhafi ou les Yaïboni, on les prenait à l'aéroport Dakarov et qu'on les installait sur le perron, n'est-ce pas, du monument de la Renaissance, nos amis manifestaient. Ils nous disaient qu'ils vont le faire. Mais quand même, quel est le Sénégal dans lequel nous sommes? Ce n'est pas pour rien qu'on a invité des figures marquantes de la société civile, c'est pour leur donner la parole. Fatou Diagne Senghor d'Article 19, votre organisme d'ailleurs a signé une déclaration commune avec d'autres organisations de défense des droits de l'homme. En écoutant les deux protagonistes, si on peut les appeler ainsi, quelle réflexion vous avez par rapport à cette manifestation annoncée par l'opposition? D'abord, merci Mamoudou pour l'invitation. Je pense que c'est important dans une société démocratique que ce genre de débat puisse se tenir, que les uns et les autres puissent se référer à la norme suprême qu'est la Constitution. Et je suis ravie de voir que les deux partis, tout le monde tient à ce que la Constitution soit respectée. Et c'est notre combat, que la Constitution sénégalaise et les normes internationales soient respectées. Aujourd'hui, quand j'entends M. Sarr qui rappelle qu'aucune liberté ne va être confisquée, je rappelle aussi que le rôle de l'État, c'est de faire l'équilibre en face des contradictions, en face aussi de conflits entre plusieurs droits fondamentaux. Le rôle de l'État, c'est de créer l'équilibre, de faire en sorte que aucun droit ne soit sacrifié. Le droit à la liberté d'expression est un droit fondamental. Et parmi les composantes de cette liberté, c'est la liberté de manifester pacifiquement. J'ai entendu Monsieur Ba rappeler que leur manifestation est pacifique, elle va être pacifique. Et je me dis,
dans le cadre des lois et des règlements et dans le cadre de toutes ces normes internationales, les manifestations pacifiques sont garanties et l'État doit veiller à ce qu'elles puissent être faites par toutes les personnes qui demandent. Donc je pense que l'obligation de l'État du Sénégal aujourd'hui, pour être en phase avec ses obligations constitutionnelles, avec ses obligations internationales, doit faire en sorte que toute manifestation publique pacifique doit être autorisée et encadrée. Et quand on parle d'encadrer aussi, c'est que l'État doit prendre les mesures pour que les personnes qui exercent ce droit puissent l'exercer en toute quiétude, mais aussi que les biens publics et les autres qui ne sont pas intéressés par cette manifestation aussi soient protégés. Et c'est l'équilibre qu'on attend dans tout un État. Donc je pense que confisquer des libertés sous l'auspice de menaces terroristes, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui doit être revisité. Oui, terminé. Voilà, ça doit être revisité parce que c'est quelque chose qui n'est pas admissible en droit international, sauf si la menace est imminente et que l'État a des informations concordantes que cette menace, elle est réelle et imminente. C'est ce qu'on appelle aussi, il faut que l'État puisse donner ses preuves, mais interdire de manière générale de telle période à telle période, il ne peut pas y avoir de manifestation. C'est ça qui vous gêne, que le gouverneur de Dakar ait annoncé que toute manifestation était interdite pendant la période précédente et qui après le sommet de l'OCI. Oui, surtout, parce que aussi il faut dire, l'objectif d'une manifestation, c'est de se faire entendre, d'utiliser un événement ou un autre, en général aussi pour avoir de la visibilité. De la francophonie, je voulais dire. L'opposition, la société civile et autres, une manifestation n'a d'intérêt que si elle est visible, si elle a de l'écho. Et ça, c'est reconnu en droit international et dans toutes les démocraties que les gens doivent avoir la possibilité de s'exprimer à travers différentes formes et à travers différents espaces. Maintenant, c'est à l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir la paix, la sécurité et aussi la quiétude publique. Et l'État en a les moyens et c'est cet équilibre qu'on attend d'un État démocratique. Maître Diène d'Amnesty International, êtes-vous indisposé par la décision annoncée par le gouverneur de Dakar, justement, d'interdire toute manifestation pendant la période qui précède et qui vient juste après le sommet de la francophonie? Mamadou, je vous remercie de l'invitation. Je salue mes co-débatteurs ainsi que tous les téléspectateurs de la TFM. D'abord, je voulais me féliciter de ce débat et également des propos que nous venons d'entendre des deux protagonistes, notamment le PDS qui doit organiser la marche et également le représentant de l'APR. J'estime que la position qu'il a énoncée tout à l'heure semble être la position des autorités actuelles. Et cela nous réjouit parce qu'on semble aller vers le sens d'un apaisement. Voilà, d'un apaisement de la tension. Et on se réjouit de cela parce qu'on avait de véritables inquiétudes. Par rapport maintenant à la décision du gouverneur, nous, en tant qu'organisation des droits humains, je pense que nous la replaçons dans le cadre des normes qui nous régissent. Le Sénégal a adopté une constitution qui garantit les libertés. Il a souscrit à diverses conventions internationales également qui protègent les libertés. Et donc, je pense qu'il faut se référer à ces normes. Parce que dans un état de droit, il est vrai qu'il y a possibilité de réduire l'exercice des libertés. D'abord, l'État a deux obligations en matière de liberté. D'abord, il a une obligation de respecter les libertés. En fait, c'est quelque part... C'est le principe. C'est le principe. Donc, il est débiteur de l'obligation de respecter les libertés, mais également il est débiteur de l'obligation de faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer, exercer librement leur liberté. Et c'est en cela que je pense qu'aujourd'hui, la décision du gouverneur pose problème. Parce qu'en réalité, un arrêté du gouverneur, à mon avis, c'est manifestement illégal qu'un arrêté du gouverneur puisse restreindre des libertés. En tout cas,
par rapport aux normes qui nous régissent. On a quand même entendu le Premier ministre face à l'Assemblée lors de sa déclaration de politique générale pour dire qu'il n'y a pas d'arrêté. D'accord, ok. Disons, bon, l'annonce du gouverneur, bon, c'est qu'il l'annonce, c'est vrai. Les gens ont essayé de... Moi, je disais même, à la limite, que le PDS doit faire en sorte d'attaquer cet arrêté. Bon, à la limite, on nous a indiqué que apparemment cet arrêté n'existait pas. Ouais. En tout état de cause, je pense que même, en dehors même du gouverneur, hein, je parle de l'État de manière globale, en dehors du gouverneur, moi je ne pense pas qu'en l'état actuel, qu'on puisse limiter une liberté. Nous savons tous les conditions dans lesquelles l'exercice des libertés peut être limité ou bien suspendu. L'état de crise, une crise, mais il n'y a pas de crise. Il n'y a pas d'état de siège, ni d'état d'urgence. Donc aujourd'hui, on ne peut pas venir limiter les libertés comme ça. Sur la base de prétendues menaces. Prétendues menaces. Mais aujourd'hui même, on a annoncé quand même l'interpellation d'une personne suspecte, un Sénégalais à Liberté 6, qui serait lié à un groupe terroriste. Bon, moi, vous avez suivi l'information, ou bien vous ne la prenez pas au sérieux? Monsieur Khan, réellement, je pense que pour un cas isolé comme ça, là, à mon avis, c'est l'État qui doit prendre. Encore une fois, l'État est débiteur de l'obligation de protéger ses citoyens. Il doit assumer ses responsabilités par rapport à cela. Mais sous le prétexte qu'il y a une personne qui a été arrêtée et que donc, bon, on doit restreindre les libertés, à mon avis, ça pose problème. Et la position d'Amnesty, c'est que, en fait, les libertés, l'État doit respecter ses obligations à travers la Constitution de 2001 qui a été élaborée, adoptée, ensuite les conventions internationales auxquelles elle est partie. C'est ça le problème, il est parti plus tôt. On termine ce premier tour de table. Alors, Luc Sarr, on revient à vous. Je vais vous renvoyer un peu la balle. Tout à l'heure, Hassan Ba, par rapport à votre demande de garantie, a dit que leur manifestation sera pacifique. C'est une garantie suffisante? Je ne crois pas, n'étant pas maître de la décision, vous comprenez bien que je dois absolument répondre de manière catégorique. Ah, c'est vous qui avez exigé suffisamment de garanties. Est-elle suffisante? Absolument, je crois que à mon niveau propre, oui. À mon niveau propre, hein, c'est une garantie, mais il y a des choses quand même sur lesquelles on va discuter un tout petit peu, si vous permettez. Oui, bien sûr. Bien sûr. On est là Mamoudou, entre 2013 et ce jour, dans l'Union européenne, 97 marches, manifestations, places publiques ont été interdites dans l'espace européen. En 2014, madame, 2014 comme ça, 19 manifestations ont été interdites en France, notre pays de référence, en France. Aux États-Unis, il y a le Patriot Act, qui dans des conditions très particulières aujourd'hui limite, on dit prétexte, etc. On comprend du point de vue géopolitique et géostratégique que ce n'était pas ça du tout. Donc, se crisper sur des considérations de ce genre pour dire que ce n'est pas normal que l'État ait une attitude de défense, ce qui est entre autres l'une de ses raisons d'être, au-delà de l'acceptation et de l'exigence de concevoir que les citoyens aient ce droit à toutes les libertés, il y a ce devoir de l'État qui est son propre droit, comme disait Rousseau, le devoir de l'État est son propre droit quant à la gestion de l'intégrité et de la stabilité de ce pays. Il n'est pas question, nous n'avons jamais dit, et comme le dit Maître, j'ai commencé par clarifier les choses en disant que jamais il a été question à notre niveau d'une quelconque intention de confisquer les libertés publiques. Quand bien même que le voudrions, que nous le pourrions, cette société-là a évolué, le pays a changé, le monde a changé, et nous n'avons pas pour vocation, entre autres, de le faire. Par contre, nous veillerons à ce que la stabilité soit garantie, et nous veillerons à ce que l'État doit prévaloir, et nous ferons tout pour que la sécurité des biens et des personnes soit effective. Ça, j'en suis certain. Et que dit gouverneur? Ou bien vous-même, vous pensez que ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'arrêté? Parce que quand même,
Je ne suis pas informé. À ce niveau, honnêtement, je ne suis pas informé de l'existence ou non de cet arrêté. Ce que je peux dire, et je fais confiance au ministre Abdoulaye Daouda Diallo, je fais confiance à la lucidité de l'État du Sénégal, en premier de son chef, pour comprendre que nous n'avons nullement, du tout, nullement l'intention de confisquer ou de brader. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Face à des déclarations incendiaires qu'on peut retracer, qu'on peut reproduire, mais c'est pas possible. Il y a eu des choses qui sont passées, mais il n'y a rien, Mamadou. Il n'y a rien. Si c'est clair, comme dit M. Ba, mais il n'y a pas de problème. Et quand je parlais de tout ce que j'ai dit, vous savez bien que je pense qu'il n'avait pas compris. Je vous remercie d'avoir précisé que je parlais de 2008 relativement à une situation d'Al-Qaïda. Ça, c'est clair, c'est visible, c'est gardé, tout le monde le voit. Il n'y a pas de problème. La suspension, le cantonnement, je ne discute pas de ça, parce que c'est avéré. Alors, Hassan Ba, qu'est-ce qui vous a motivé quand vous avez dit que novembre sera un peu au Sénégal comme octobre l'a été au Burkina pour Blaise Compaoré? Mais justement, Mamoudou, je viens de dire tout à l'heure... Quelle mouche vous a piqué? Non, aucune mouche. Poser la question ici. Non, écoutez, oui. Mamoudou, c'est pour cela que je disais tout à l'heure à mon ami Luxar de nous rapporter la preuve que cette déclaration émanait du Parti démocratique sénégalais. Elle n'émanait pas de nos instances de direction, elle n'émane pas non plus de haut cadre du Parti démocratique sénégalais. Je suis formel. Moi, je suis membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Je suis responsable de l'organisation de mon parti. Je sais de quoi je parle. Comprenez? Maintenant, dans la presse ou dans les couloirs ou dans les cafés, on peut se dire beaucoup de choses. Oui, quand le chef de l'État lui-même va jusqu'à reprendre ça, parce que ce cas du Luxar, le chef de l'État l'a repris lors de son face-à-face avec la presse chef de l'État, dernier. Il faisait de l'autodéfense. Cela prouve encore de une fois. L'autodéfense. Oui. Et non défense. Écoutez, absolument. D'accord. Parce que lui-même, il sait que... Il était avec nous d'ailleurs, lorsque nous avions soumis la nouvelle constitution au peuple sénégalais le 7 janvier 2001. Ces libertés, elles nous sont très chères. Et c'est nous qui les avons constitutionnalisées. Elles n'existaient pas avant l'article 2000. Elles n'existaient pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'ailleurs d'accepter ou de ne pas accepter une manifestation de PDS. Mais c'est une question de principe. Tous les démocrates du Sénégal, tous les citoyens sénégalais devraient se battre aux côtés du Parti démocratique sénégalais pour l'exercice des droits inaliénables, conformément à la Constitution. C'est un combat citoyen, au-delà du Parti démocratique sénégalais. Et je pense que nos amis de la paix également doivent mener ce combat avec nous. Parce que c'est Abdoulaye Wade, le président Wade, qui s'est battu 26 ans durant et qui a souffert justement du pouvoir socialiste à l'époque, de ne pas exercer ses droits. Et en arrivant au pouvoir, il les a consacrés, il les a constitutionnalisés. C'est important. Je pense qu'on ne devrait véritablement pas goûter au recul démocratique. Vous comprenez? Alors, je crois que franchement, de ce point de vue-là, je me réjouis des organisations de droits de l'homme. La radio Amnesty International, tout à l'heure, j'ai écouté le Grand Serigne de Dakar, a une position extraordinaire. Et même parmi certains cadres du côté du pouvoir, lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous avons assisté à des députés, membres du pouvoir, qui ont pris position, qui ont demandé au président de la République, Macky Sall, d'autoriser cette manifestation. Et le Grand Serigne de Dakar a dit d'ailleurs, le risque serait de ne pas autoriser justement la manifestation, le meeting du Parti démocratique sénégalais. C'est en cela qu'il y aura justement des problèmes. Parce qu'en fait, on ne pourrait pas arriver à contenir les citoyens sénégalais qui seront furieux parce que leurs libertés ont été phagocytées, leurs libertés ont été bloquées. Alors, Fatou Diagne, est-ce qu'au nom justement de la liberté de manifester, certaines déclarations peuvent être permises? Hassan Ba, c'est vrai, a dit que cette fameuse déclaration disant nous allons faire au Sénégal ce que les Burkinabés ont fait chez eux contre Blaise Compaoré, que ça n'émane pas de son parti, le PDS, mais est-ce qu'on peut se permettre au nom de la liberté de manifester de tenir certaines déclarations? Bon, je pense qu'il faut séparer le droit à la manifestation qui est un droit qui est, comme je l'ai dit tantôt, inclus dans le droit à la liberté d'expression. Et aussi, ce qui vient d'être dit par M. Sarr, surtout ce qui a été dit par M. Sarr, notamment de donner des exemples, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Mais je pense qu'il faut faire attention quand même. En matière de droits humains, il n'y a pas de réciprocité. En matière de protection des droits humains, on ne se compare pas
en disant que tel pays n'a pas appliqué ses obligations. Ça, c'est en matière commerciale et autres. En matière de protection des droits de ses citoyens, on ne se compare pas aux autres. Je pense que l'État doit respecter ses obligations en faisant montre d'une bonne volonté et d'une bonne foi. C'est ça la règle. Maintenant, il y a comme on dit, il y a des propos protégés par la liberté d'expression. Il y a des propos provocateurs, certes, dans une démocratie, mais qui ne vont pas au-delà des droits protégés. Je ne suis pas là. Mais les propos je ne qui suis pas peuvent là. aussi être à l'origine d'une violence physique. Hein. Oui, non, c'est peut-être là où vous touchez à un point important, c'est-à-dire lorsque vous parlez de discours qui pourraient dégénérer sur des violences et autres. Par exemple, les discours à la haine, ça, c'est des discours qui ne sont pas protégés par la liberté d'expression, par les principes. Mais je n'ai pas encore entendu des discours qui, sur le plan du droit international, sur le plan du droit pur, sont des discours pas protégés. Donc, mais nous, on voudrait vraiment nous tenir par rapport à la question de la liberté d'expression et de la liberté de manifester qui est garantie dans cette constitution. Et le Sénégal s'est engagé à les respecter. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue d'Amnesty, non seulement le Sénégal doit promouvoir un cadre propice pour que cette liberté puisse s'épanouir et s'exercer, mais aussi doit faire en sorte que cette liberté s'exerce au quotidien face à des épreuves. Et c'est l'État qui doit chercher des moyens pour garantir cette liberté. Et la restriction ne doit pas être la règle. Elle doit être l'exception. Et si, aujourd'hui, l'État doit prouver que, par exemple, s'il y a des menaces, comme le disait tantôt M. Sarr, s'il y a des menaces réelles, imminentes sur la sécurité nationale, l'État doit pouvoir prouver que, malgré tous les efforts, malgré tous les mécanismes que pourrait prendre l'État, cette menace est tellement plus importante que l'exercice de ce droit. Et là, c'est une juridiction qui doit dire le droit et contrôler l'action de l'État. C'est pourquoi c'est important aussi de ne pas limiter le débat entre partis politiques ou société civile. Ça veut dire que l'État n'a pas le monopole de dire, OK, là, il y a une menace contre la sécurité, ou bien il y a une menace parce qu'il y a des chefs d'État qui vont venir sur le plan de l'image du pays. Ça, c'est une position que l'État peut avoir. Maintenant, c'est à la justice de contrôler pour voir si ce que l'État dit tient dans une démocratie. Et je pense que c'est là où ça pourrait être intéressant. Il y a de la jurisprudence dans ce pays par rapport à des interdictions de manifestation pour montrer que ce que l'autorité administrative avait invoqué ne respecte pas les engagements de l'État et de la Constitution. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à faire jouer toutes ces institutions pour que ces droits soient ancrés et respectés et qu'on dépasse le débat politicien sur ces questions. Maître Diène d'Amnesty International, je précise quand même que le PDS a annoncé son meeting pour le 21, que le sommet de l'OCI aura lieu les 28 et 29. C'est bien ça. Maître Diène, est-ce qu'il faut faire quand même, malgré tout, faire la sourde oreille à ce qu'avance le pouvoir, la menace terroriste? Faut-il faire sourde oreille à cela? Et si, c'est pas pour jouer l'oiseau de mauvais augure. Et si, au cours d'une manifestation autorisée, quelque chose de pas souhaitable se passe? Oui, mais Mamadou, je ne dis pas qu'en fait, un État ne doit pas être vigilant. L'État doit être vigilant. Mais le problème, c'est que, à mon avis, restreindre une liberté sur l'existence d'une simple menace, et c'est ça qui me pose problème, encore une fois, Mamadou. Parce que nous en fait, en tant que vraiment membre d'une organisation de défense des droits humains, bon, je ne peux qu'avoir la position que nous avons en termes de défenseurs des droits humains. Nous voulons un monde dans lequel les droits et les libertés des personnes sont respectés. Un monde dans lequel les États également, dans un cadre d'un État de droit qui se respecte, que cet État de droit puisse respecter d'abord ses engagements, sa constitution, mais également respecter ses engagements internationaux et faire en sorte que les personnes puissent, en fait, encore une fois, exercer leurs droits. Quand il y a menace terroriste, mais un État quand même, c'est un État, c'est quelque chose, une puissance. Un État, c'est des services de renseignement. Donc, je pense que,
justement, si ces services de renseignement disent qu'il y a risque d'actes terroristes au cours d'un rassemblement, est-ce qu'il ne faudrait pas en tenir compte? Je ne pense, enfin, je ne suis pas dans le secret de l'État, encore une fois. Moi, je pars sur la base des principes. Sur le simple principe que, oui, on risque mais les États, la sécurité des États, c'est l'État qui est le débiteur de la sécurité, encore une fois. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'on invoque une prétendue risque terroriste pour quand même interdire une manifestation. Encore, et alors surtout, et là où le problème se pose, c'est que c'est une manifestation qui va se tenir à une semaine du sommet. Moi, je ne suis pas l'avocat du PDS, mais objectivement, moi, j'ai des problèmes par rapport à cela. Une manifestation qui va se tenir le 29, une semaine avant l'arrivée des chefs d'État, et puis on nous dit, oui, on dit, oui, bon, quand même, compte tenu du fait qu'il y a des personnalités qui seront là, on va interdire la manifestation. Encore que c'est un meeting, je pense que, encore une fois, j'ai dit que l'État est débiteur de l'obligation d'encadrer le meeting des citoyens, tout rassemblement, manifestation publique qui est organisée par les citoyens. Et à ce niveau, je pense que également, il faut prendre les précautions pour quand même, il doit y avoir une infiltration de terroristes, qu'on puisse parer à cela. Mais sous le prétexte que quand même, oui, on risque d'avoir. C'est ça, c'est ça le problème en tant que membre d'une organisation de défense des droits humains. Oui. Et c'est la position de l'organisation à laquelle j'appartiens par rapport à cette question. Alors, Luc Sarr, vous n'avez pas beaucoup de soutien autour de cette table. C'est pas grave. Oui, alors, ma question, Luc Sarr, au-delà de ce débat-là, lié à la manifestation annoncée par l'opposition, oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance, un manque de dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur les fondamentaux qui fait qu'il y a un climat de suspicion? Vous avez raison, je vous le concède et c'est absolument vrai. Bien sûr, il y a des thèmes soulevés sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord du point de vue de la perception du droit. Malheureusement, on ne pourra pas revenir sur ça. Ah, vous pouvez toujours. Oui, oui. C'est l'objet du débat. Le classement, n'est-ce pas, qui est effectué par ces pays-là sur la base de la norme et hiérarchie. Je ne discute pas parce qu'il y a des questions de fond sur lesquelles j'aurais souhaité qu'on discute un peu sur le Premier ministre, sur Elundao, etc. Je sais qu'on n'a pas de temps. Mais je crois que par rapport à ce qui se passe, je ne comprends pas la position de Maître Diène et les clarifications apportées par Madame, qui sont particulièrement discutables, Madame. Particulièrement discutables du point de vue du droit. Peut-être que c'est ma conception, je ne comprends pas. Ce que vous dites est discutable. Non, il faut faire attention, on ne compare pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que cela veut dire ça? La norme internationale, le droit dans sa dimension universelle exige qu'on dépasse ça. Les situations particulières pour nous conférer une dimension universelle. L'universalité du droit, justement, c'est d'être au-dessus des particularismes locaux. C'est le principe fondateur du droit. Alors, cette dimension impersonnelle, non nationale, globale, et que la hiérarchie des normes consacre de manière très claire, je ne vois pas en quoi elle ne pourrait pas être convoquée en la matière. Ce n'est pas exact. Aujourd'hui, on dit que nous classons les pays en fonction d'un ensemble de critères, dont entre autres les critères démocratiques. Donc il existe un principe fondateur, un principe fondamental, un régulateur de la perception des sociétés du monde, des États, etc. Ça c'est clair, c'est clair. Et quand Amnesty, M. Maître, élabore un classement, les violations des droits de l'homme, les principes convoqués pour apprécier ces violations-là sont universels. Donc quels que puissent être par ailleurs les États. Donc il ne faut pas entrer dans ça. Maintenant, je réponds à la question précise, celle concernant un peu le rapport entre les autres et nous. Je suis convaincu, et le président de la République l'est, je suis convaincu que ce qui se passe au Sénégal
relève le plus souvent de malentendus et de compréhension, peut-être de repliement sur des considérations partisanes. C'est l'élément partisan qui l'emporte sur la perception globale des choses. Je ne raisonne pas en appel pur. Je raisonne en mettant en avant sur la rationalité globale, mais je raisonne du point de vue du Sénégal, du point de vue de ses intérêts, même si aujourd'hui nous sommes au pouvoir comme hier, on avait perdu, etc. Donc moi je pense que ce qui est extrêmement important, vous avez raison, c'est qu'il faut repenser un peu le rapport que nous avons à la chose politique. Et que je précise que nous sommes tout à fait disposés. Et c'est pourquoi nous avons clairement dit que jamais nous ne refuserons toute forme de collaboration avec toutes les forces politiques et démocratiques, celles-là même qui sont engagées avec nous dans la reconstruction du Sénégal. Hassan Ba, qu'en dites-vous sur la question du dialogue, le manque de dialogue constaté? Vous savez, le dialogue, nous sommes preneurs. Nous sommes dans un pays de liberté, dans un système démocratique. Je voudrais d'abord dire que la Constitution offre une garantie parfaite au président de la République de dialoguer avec l'opposition. Il est mis dans la Constitution le statut de l'opposition. Aucune force politique sénégalaise aujourd'hui ne peut contester que le Parti démocratique sénégalais, non seulement est la principale force politique du pays, mais la principale force politique de l'opposition également. À l'issue des élections législatives passées, nous avons obtenu plus de 300 000 voix et nous avons eu un groupe parlementaire sous qu'aucun parti politique de l'opposition n'a en dehors du Parti démocratique sénégalais. Donc, le président de la République a là un outil constitutionnel pour justement dialoguer, discuter avec le chef de l'opposition, qui se trouve être le président Abdoulaye, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. C'est une réalité. On n'a même pas besoin véritablement d'un ombudsman, comme on le dit. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est à l'origine de cette tension? Mais si le président... qui donne l'impression un peu que c'est un ancien président de la République qui a du mal à digérer sa défaite. Mais non, écoutez, le président de la République n'a pas du tout mal à digérer sa défaite. Rappelez-vous, Mahmoud Ibra, le jour des élections, le 25 mars 2012, avant 19h, il a appelé à son téléphone le président Macky Sall pour le féliciter. Quand quelqu'un fait une telle affaire, il digère très bien sa défaite. Ça, je pense que véritablement, c'est du passé maintenant. Non, je pense que c'est le président Macky Sall qui n'a pas encore compris ce qu'il doit faire. Je pense que vraiment, il pédale dans la choucroute, il procède à des tâtonnements, et c'est malheureux. Et je voudrais dire simplement à mon ami Luxar qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. L'arrêté du gouverneur ou un arrêté du préfet ne peut pas être au-dessus de la Constitution. C'est un principe en droit. Nous avons tous appris le droit dans les facultés et dans les instituts. Tous les juges nous écoutent présentement. Vous savez très bien qu'un arrêté du gouverneur ou celui d'un préfet ne peut pas du tout remettre en cause les droits consacrés par la Constitution. Ce n'est pas possible. L'arrêté. Vous l'avez vu cet arrêté? Je ne l'ai pas vu, non, même pas besoin de le voir. Mais permettez-moi de vous dire, en fait. Donc cet arrêté sans objet. Elle est partie justement d'un journal dont je tairai le nom, qui a été en tout cas, qui était sous la responsabilité d'un nouveau secrétaire d'État à la communication. C'est ce journal-là qui a lancé cet élément. Vous vous rappelez tous. Et ça peut-être, ça pouvait être un ballon de sonde. Mais de toute façon, nous ne nous basons pas sur du fictif. Nous avons déposé en bonne et due forme notre déclaration le 7 novembre. Et nous attendons la réaction du préfet de Dakar. C'est cela qui nous dit. Et manifestement, on va vers une autorisation de votre manifestation. Nous avons déposé en bonne et due forme et nous attendons la réaction. Alors, on va essayer de progresser très rapidement quand même. Un mot, Fatou Diagne Senghor, sur la question du dialogue. Vous jouerez peut-être le rôle d'arbitre en tant que société civile. Bon, je pense que notre rôle, c'est de voir... en fait, de travailler avec toutes les parties prenantes de manière équidistante pour faire en sorte que la règle du jeu en matière de démocratie soit respectée. Et moi, des fois, ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois que les choses changent, les personnes ou les personnalités qui défendaient un droit de manière passionnée et qui invoquaient toutes ces normes et qui travaillaient avec toute cette société civile pour défendre ces droits reviennent pour commencer à parler de particularités. Moi, je voudrais bien dire qu'aujourd'hui, si le Sénégal est connu et respecté, c'est parce que le Sénégal se targue d'être une vitrine de démocratie. Et
je pense que c'est ça qui fait la fierté de tout le monde et c'est ça qui fait que tout le monde veut émuler le Sénégal. Aujourd'hui, je pense qu'on doit aller vers une situation où ces questions de droits fondamentaux ne doivent pas être l'affaire seulement des politiques. C'est une question de droit, de constitutionnalité et je pense que si l'autorité administrative prend une décision d'interdire ou de restreindre une liberté, il est vrai que les personnes affectées par cette décision doivent essayer de prendre tous les recours, de faire des recours pour que le droit soit dit. Il est vrai qu'en matière politique aussi, ils peuvent utiliser les médias et faire aussi le nécessaire, en fait, comme parti politique aussi pour, en fait, alerter l'opinion publique. Mais moi, je pense que l'affaire des libertés publiques n'est pas seulement l'affaire des politiques. Et je pense que l'État a une obligation, le gouvernement ou l'exécutif, je dirais, peut décider que qu'il souhaite restreindre une liberté. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres mécanismes et la justice doit pouvoir dire est-ce que cette décision de l'administration, de l'exécutif est une décision fondée ou pas. Et je pense que c'est là où les choses doivent être, en fait, on doit regarder vers ce côté. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a une question de confiscation ou de limitation des libertés, le débat tourne autour des politiques. Et je pense que quand ITC agit d'interdiction contre des membres de la société civile, je rappelle l'affaire Aluntine pendant le FESMAN, je pense que la justice a dit le droit. Et je pense qu'il faut qu'on s'achemine vers ça parce que ça permettrait à l'autorité de pouvoir d'une façon définitive comprendre exactement les contours de ces décisions. Parce que si la justice donne de plus en plus les directives, comment on doit garantir les droits, et c'est ça qui fait que dans certains pays, vous avez invoqué tout à l'heure, intéressant, monsieur Sarr, qu'en Europe, il y a eu beaucoup d'interdictions, mais si vous regardez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, vous savez que les États-Unis est le pays le plus menacé par le terrorisme. Aujourd'hui, même quand il y a le sommet Afrique, les manifestants étaient devant les hôtels des chefs d'État africains, que ce soit des pays qui ne respectent pas les droits humains, les manifestants étaient devant les hôtels et les forces de sécurité les encadraient. Et non seulement ils étaient devant les hôtels, et les forces américaines ont autorisé parce que c'est un droit consacré par le First Amendment. Donc je pense qu'utiliser le Patriotic Act et autres, c'est important, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut qu'on recentre le débat en nous disant que le Sénégal est une vitrine de démocratie. 2012, c'est quelque chose dans la conscience des Africains. Le Sénégal a donné une belle leçon de démocratie. Il faut que ces libertés, en fait, qui ont été des libertés gagnées depuis près de plusieurs décennies soient respectées. Et le sommet de la francophonie doit être une opportunité pour laisser les citoyens, les différentes forces vives, de dire ce qu'ils ont à dire et l'État doit les encadrer. C'est notre position au niveau de l'article 19 et c'est la position de la plupart des normes internationales. Très bien. Alors, Diène Ndiaye, on va essayer d'évoluer, sauf si vous voulez vous prononcer sur ce qui vient d'être dit. Évoluer pour parler du départ du procureur spécial Alioune Ndao qui a été limogé, disons-le comme ça, avec beaucoup d'interprétations. Il n'y a pas d'explication officielle encore. On a juste dit que c'est parce qu'il voulait faire arrêter certaines personnalités anciennement au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez en tant que juriste, défenseur des droits de l'homme, du limogeage d'Alioune Ndao? Bon, Mamadou, vous me posez une question un peu difficile parce que vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'on ne connaît pas les motifs du départ, il y a des supputations. Est-ce qu'il voulait faire arrêter des personnes? Et ça, peut-être, si c'est avéré, c'est peut-être regrettable que la décision tombe en raison du fait que lui, il voulait arrêter des personnes. Parce que nous, enfin, c'est la position d'Amnesty. Parce que nous, au niveau de Amnesty, d'abord, nous sommes contre l'impunité. Et donc, lui, si vraiment c'était pour permettre à des gens de s'expliquer par rapport à des actes qu'ils ont commis, je pense que si c'est cela qui a précipité son départ, ça pose problème par rapport à la position d'Amnesty. Mais encore une fois, je dis que la position d'Amnesty, d'abord, c'est que nous estimons que la CREI
quand même pose problème en termes de respect des droits des personnes, notamment la présomption d'innocence. Et ça, je pense que au niveau de la CEDEAO, la Cour a été claire sur ce point. Et c'est regrettable que l'État n'a pas pris en compte cette décision de la CEDEAO. Parce que je pense qu'il y a un arsenal juridique qui permet vraiment de faire la reddition des comptes sans pour autant que des personnes comparaissent devant une cour qui pose vraiment problème en termes de respect des droits humains. Mais encore une fois, je pense que aussi le limogeage, c'est pour cela que nous avons une position un peu difficile. C'est d'abord, nous sommes dans un système juridique bien déterminé. Le procureur dépend de l'exécutif. Donc, ce n'est pas un magistrat du siège. Et c'est ça qui pose problème si on devait critiquer la décision. Nous avons toujours critiqué nous avons toujours combattu le fait qu'il faut l'indépendance de la magistrature. Il est vrai que dans notre système actuel, le procureur dépend du ministère public. Ce que peut-être les gens préconisent, c'est que le procureur puisse être nommé pour une durée bien déterminée, peut-être de 2 ans, 3 ans, sans pour autant être relevé de ses fonctions, afin d'assumer ses fonctions de procureur en toute indépendance. Un mandat irrévocable. Voilà, c'est ça. Mais en l'état, encore une fois, je mets un peu de l'eau par rapport à la position de tout à l'heure. C'est que, encore une fois, l'État, à l'état actuel de notre législation, le procureur dépend du ministère public. Mais encore que je mets des réserves parce que nous n'avons pas tous les éléments. Bon, il a été révoqué ad nutum sans qu'on s'explique sur la motivation. C'est des propos que nous avons, des commentaires que nous avons dans la presse, des supputations encore. Alors, Luc Sarr, justement, cette absence d'explication officielle à une décision prise, un acte d'autorité, est-ce que justement c'est pas ça qui fait que on est là à interpréter, à conjecturer sur le départ d'Alioune Ndao en tant que procureur spécial? Mamadou, je crois que dans les grandes universités, je répète une des phrases d'un professeur français, là-bas, c'est le mystère de l'État, comme il disait. Des thèses, des trucs comme ça. Moi, je pense que j'ai vu dans la presse qu'on a ergoté, qu'on a conjecturé un peu sur ce qui a prévalu en termes d'explication du limogeage de M. Alioune Ndao. Mamadou, je pose 3 questions de principe, 3 questions en amont du processus de réflexion. La première, c'est quoi? Quand il a fallu nommer M. Alioune Ndao, personne ne s'est intéressé sur les motivations concrètes de l'État pour pouvoir porter son choix sur ce monsieur. C'était clair. C'est la volonté de l'État de faire en sorte qu'il y ait une reddition de comptes. C'était clair. Oui, est-ce qu'on peut vouloir la transparence et son contraire, le mystère? Non, je viendrai à ce niveau-là. Non, je dis sur la subjectivité, sur la personne Alioune Ndao. Pas sur la motivation de l'État engagé dans la traque des biens mal acquis. Je ne suis pas de ça. Je dis l'élément minime, intuitif personnel, M. Alioune Ndao. Je ne le connaissais pas moi-même. Donc, je n'ai jamais compris les raisons pour lesquelles, et je ne les ai jamais cherchées, explicatives de sa nomination. Je sais que c'est un magistrat. Je sais que c'est un fonctionnaire, entre guillemets, ministre de haut, qui obéit à la logique de tous les fonctionnaires. Il peut être affecté, réaffecté, relevé, etc. Je crois que c'est possible. Quand vous entendez dire que c'est parce qu'il voulait faire arrêter des personnalités, j'en viens. Vous en riez ou... Non, j'en viens. Ouais. Ces esprits-là semblent dire que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de deal avec des dignitaires de l'ancien régime. En fait, c'est ça que ça signifie. Ça subodore
l'idée, ça fait accroire l'idée selon laquelle nous sommes dans une logique, n'est-ce pas, de dynamique occulte, hein, etc. Bon. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Du tout. Je crois que simplement, c'est dans le fonctionnement normal des choses que ça peut arriver, parce que je ne sais pas les raisons pour lesquelles il a été limogé. Je m'interdis, sincèrement, Mamadou, je m'interdis de dire, c'est pas, on ne sait pas, mais. Non, il n'y a pas de mais. Si on ne sait pas, on s'interdit d'aller très loin. Et je pense que nous n'avons pas, en tout cas au niveau de l'État du Sénégal, au niveau du président de la République, aucunement l'intention de faire des deals sur le dos des Sénégalais, etc. Même si au demeurant, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais pour l'instant, à l'état actuel des choses, je ne suis pas en connaissance personnellement de, même si le chef de l'État ne nous a jamais parlé de ces choses-là, je ne suis pas en connaissance de dossiers de ce genre expliquant un peu de limonade. Hassan Ba du PDS, le départ du procureur spécial près la CREI, Alioune Ndao, le PDS a applaudi. Non, Pourquoi? le PDS n'a pas applaudi. Vous savez pourquoi? Le PDS ne peut pas applaudir la Cour de répression de l'enrichissement illicite, que nous ne reconnaissons pas. Non, le départ. Jusqu'à présent, que nous ne reconnaissons, jusqu'à présent, c'est la position du Parti démocratique sénégalais. Une juridiction politique au service du principal homme politique de ce pays. La loi 84, portant organisation judiciaire, l'a dit. La CREI ne résulte pas sur les libellés, justement, des juridictions de notre pays. La CREI est contraire aux normes de la Cour européenne des droits de l'homme, contraire aux normes de la Cour africaine des droits et des peuples, contraire à toute norme judiciaire dans ces pays et au niveau international. Pour vous, donc, Alioune Ndao ou pas, nous considérons que ce qui est arrivé... Le problème, c'est par rapport à la CREI. Nous considérons que ce qui est arrivé est une cuisine interne du gouvernement, parce que lorsqu'il faisait un appel d'offres, en prenant ses magistrats et en prenant Alioune Ndao comme procureur spécial, en lui donnant tous les pouvoirs, en lui donnant les caméras de la RTS, quand il jubilait sur une liste qu'on lui avait donnée. Pas seulement les caméras de la RTS, il a tenu une conférence de presse, toute la presse était là. Écoutez, particulièrement, moi je parle de la vérité des faits. Oui, écoutez, je suis d'accord avec vous, mais c'est un bon rappel. Il y avait aussi les caméras de l'essentiel, c'est en ce moment-là, il était leur homme. Qu'il est arrivé aujourd'hui des dissensions, des contradictions internes, ils n'ont qu'à les régler entre eux. Ce n'est pas le problème du Parti démocratique sénégalais. Non, il s'est dit que c'est parce qu'il voulait faire arrêter les personnalités qui a raison dans cette affaire. Certains de vos confrères l'ont dit dans la presse, je l'ai lu moi-même. Oui. Par contre, d'autres confrères ont dit le contraire. Parce que d'autres confrères ont dit justement qu'Alioune Ndao allait démissionner. Et ils ne voudraient pas attendre cette démission-là, ils ont coupé l'herbe sous les pieds. Ah oui, ça c'est aussi dit. Et vous le savez. Parce que je sais que vous êtes un excellent journaliste. Voilà, ça vous savez. Donc il faut faire la balance. Il faut faire la balance. Ouais. Certains ont dit ceci, d'autres ont dit d'autres choses. À qui devons-nous donner la raison? Maintenant, nous considérons que c'est une cuisine interne du pouvoir. Nous sommes contre la CREI. Nous la combattons parce que nous la considérons comme étant une institution politique au service de l'homme politique qui incarne aujourd'hui l'État dans son intégralité. Et la CREI n'est que là que pour casser de l'opposant et particulièrement du Parti démocratique sénégalais. C'est ça notre ligne de conduite au Parti démocratique sénégalais. Je pense que véritablement, plus on avance d'ailleurs, plus on en verra. D'autres Alioune Ndao vont tomber. Et finalement, c'est la CREI elle-même qui sera balayée et nettoyée. Fatou Diagne Senghor, le départ d'Alioune Ndao, procureur spécial près la CREI, mais sur un débat de fond de la transparence, de la reddition des comptes, une volonté exprimée par le pouvoir en place à la suite de l'élection du président Macky Sall en mars 2012. Commentaire? Oui, je pense que le peuple sénégalais attendait quand même la reddition des comptes. Et il est important que le pouvoir actuel puisse diligenter et faire en sorte que les demandes sociales soient respectées et mises en œuvre. Par contre, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue de Amnesty, vous savez aussi, en matière de droit aussi, un des droits fondamentaux à côté de la liberté d'expression aussi, c'est le droit à un procès équitable. Un procès équitable, c'est reconnu dans la Constitution sénégalaise, dans toutes les lois.
Et je pense que le fait que la charge de la preuve soit renversée de manière systématique dans ce procès, ça a créé en quelque sorte le doute. Et ça a semé le doute tout au long de ces procédures. Et je pense que en matière de justice aussi, il faut rappeler qu'il faut que la confiance puisse être là. Et qu'on se dise que lorsqu'une décision de justice est prise, que ça soit en faveur de tel ou autre, ça soit respecté parce qu'on croit en cette justice. Et je pense qu'on doit s'acheminer vers un système qui va être consolidé pour faire en sorte qu'on soit de ce côté ou de l'autre, lorsque la décision tombe, on la respecte et on accepte. Et je pense que c'est ça qui est problématique. Et encore, je pense qu'il y a quand même quelques soubassements politiques dans la justice. Et aujourd'hui, comme le disait l'autre, en matière de justice, c'est pas seulement, comme on dit, justice doit être faite, mais elle doit être vue comme faite. Donc, il y a cette perception de l'équité qui doit être toujours là et que le citoyen doit toujours se dire j'ai confiance en ma justice et que les opposants, la société, chaque personne qui est devant cette institution se dise je sais que le juge va dire le droit et rien que le droit. Et je pense que c'est ça peut-être qui n'existe pas tout le temps dans nos systèmes judiciaires. Et aujourd'hui, je pense qu'avec... Tout à l'heure, j'ai entendu un des co-débatteurs dire limoger. Moi, je me dis, il y a quand même quelques conditions dans lesquelles on peut limoger un juge. Et comment dire, la protection même de son indépendance est tellement sacrée pour lui permettre de dire le droit. Si on peut limoger un juge, et ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose de grave. Et cette chose de grave doit être connue du public. C'est ça aussi la transparence. Si on peut limoger un juge de ce niveau, dans le cadre d'un procès aussi politique. C'est un procureur. Oui, un procureur. Bon, j'utilise le terme global, oui, générique. Oui. Mais je veux dire limoger, c'est quand même un mot fort. Donc, je ne sais pas s'il a été relevé de ses fonctions pour être... Et puis, un procureur, un juge ou un magistrat n'est pas un fonctionnaire comme un autre, je suis désolé. Il ne peut pas être muté comme on le ferait d'un fonctionnaire de l'administration court, parce que quand même, du fait du principe de pouvoir garantir l'indépendance de la justice, je pense qu'il y a des règles pour muter les juges. Et ça, oui, si. Et aujourd'hui, c'est le grand débat entre juge du siège ou juge assis. Je pense que le fait qu'un juge puisse être muté ici et là, c'est quelque chose qui pourrait fragiliser. Il est vrai qu'on a un système... C'est le principe un peu de l'inamovibilité, mais... bon, il y a des catégories. Il y a des juristes qui disent que ça protège plus le magistrat du siège. Oui, mais moi, je pense que c'est vrai que c'est un système qui est là. Mais dans le principe de la protection, il est recommandé que toutes les personnes qui disent le droit puissent être protégées de ces genres de pratiques. Qu'on puisse garantir leur stabilité, qu'on puisse garantir leur indépendance, tant sur le plan fonctionnel, financier et autres, pour éviter qu'il y ait de l'abus et aussi qu'ils soient inquiétés d'être mutés là où ils ne peuvent pas, peut-être là où ça ne les intéresse pas. Et du coup, je pense que c'est complexe, il est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, dire il est un fonctionnaire comme un autre, on peut le limoger ou le muter. Je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer sur les motifs, mais je pense que le principe lui-même pose un problème. Mais aussi, quand même, le niveau du débat politique par rapport à la personnalité de ce procureur, je pense qu'on a besoin quand même d'avoir plus de transparence. Quels sont les motifs? Pourquoi il a été relevé? Moi, je dirais relevé plutôt que limogé, parce que quand on limoge un juge, ça veut dire que quand même la personne a dû fauter. Bon, c'est moi qui ai utilisé le terme limogé. Bon, on verra. Mais Luc Sarr, vous aurez l'occasion de répondre. Ouais. Ma question est que, est-ce que le relèvement, le limogeage d'Aliou Ndao, dans des circonstances qu'on sait, ne discrédite pas la CREI qui est déjà très critiquée? On l'a entendu déjà tout à l'heure de la part de Maître Diène Ndiaye. Qui plus est, une décision qui intervient en plein procès de Karim Wade et compagnie. Mamadou, vous aviez commencé par dire que je n'avais pas beaucoup de supporters sous la table. Hein. Je constate, c'est normal, hein. Je comprends, hein, madame, monsieur, le camarade d'autrefois. Donc tout ça, je comprends. C'est bon, c'est bien même, c'est très bien. Parce que vous êtes au pouvoir. Non, c'est bon, oui, c'est bien. Et puis, c'est comme ça. J'accepte la contradiction. J'ai un métier qui me l'autorise, donc
Ma question. La question. Monsieur, voilà. Il y a d'abord une clarification toute simple. Madame Savoie et monsieur. Ndiaye. Nous n'avons pas inventé, nous n'avons pas créé la grille. Jamais, jusqu'à ce qu'elle ne soit réactivée. Il ne me souvient pas d'avoir entendu des critiques fondamentales faites à cette institution. Jamais. Fondamentalement. Le Parti démocratique, on va être honnête avec les Sénégalais. On va être extrêmement honnête avec les Sénégalais. Ce qu'on dit là, c'est comme si on découvrait une institution. C'est comme si c'est aujourd'hui que la CREI existait. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est là. Plus de 30 ans. Deuxième élément. Mais elle était quand même en train de dormir, on l'a réveillée là. Elle a été abrogée, supprimée, abrogée. Attendez. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de la réveiller et aujourd'hui ces décisions ne la discréditent pas? C'est ça la question. Je vais en venir. Oui. Non, bien sûr. Oui. Vous avez raison. Oui. Non, je clarifie d'abord. J'atténue un peu le jugement quand même. C'est comme si c'est nous qui avions été à la base de la CREI. Deuxième élément. Le PDS. Tout le temps qu'il a été au pouvoir, vous avez fait mention et référence en 1984. Comme disait M. Doudouam, dans des trucs sur lesquels il y a eu des accords profonds au niveau des juristes, de l'ensemble des juristes, ou bien de la plupart d'entre eux. Mais vous avez bien dit que dans la revue, dans la nomenclature des institutions au Sénégal en 1984... À nos jours. Attendez. Oui. En 84. À nos jours, oui. Non, j'ai dit 84. Allez-y. C'est la nomenclature de 84. Oui. Je dis bien, il n'y avait pas la CREI. Oui. Vous avez dit. C'était juste. J'ai dit, Maître Abdoulaye Wade a dû rester 12 ans au pouvoir. Jamais, j'ai dit, il n'a abrogé la CREI. Mais parce qu'elle a été supprimée. Comment abroger une loi qui est supprimée? Vous permettrez quand même, parce que c'est ça aussi les faits, notre rôle. Monsieur Habib Sy, dernier directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, a dit publiquement dans une émission que le président Wade avait envisagé de supprimer la CREI. S'il le dit ainsi, ça veut dire que dans aussi votre entendement en tant que régime libéral, que la CREI continuait d'exister. Mamoudou, je reviendrai tout à l'heure sur ça. Voilà. Vous reviendrez. Mais Mamoudou, il fallait laisser quand même. Mais c'est ce que je vais dire. Là que je ne comprends pas comment le directeur de cabinet... Non, attendez. Monsieur, madame, hein, la CREI existait. Nous l'avons réactivée. Nous l'avons réactivée dans son esprit. Nous étions dans une logique. C'est extrêmement important. L'évolution des comptes. Nous étions dans une approche de la bonne gouvernance. Nous étions dans une approche d'installation durable d'un état de droit au Sénégal. Et pour montrer que nous ne sommes pas braqués sur la seule CREI, nous avons concomitamment ou parallèlement créé un organisme de lutte contre la corruption, le FNAC. Donc nous avons créé les conditions, la réduction de l'état général de la gouvernance par l'IGE. Nous avons tout ça. Oui, d'accord. Passé tous ces rappels, est-ce que le relèvement du professeur Aliou Ndao ne discrédite pas la CREI en plein procès de Karim Wade et compagnie? Non, je ne crois pas qu'il puisse en être ainsi, pour deux raisons, Mamoudou. La première, je ne pense pas que le procès en lui-même et les objectifs visés à travers ce procès puissent se résumer à la seule personne de M. Aliou Ndao. Quel que puisse être par ailleurs, comme disait madame, son statut de procureur, quel que puisse être ce rang et cette posture, ça ne saurait remplacer l'institution en elle-même et dans ses finalités. Un procureur qui était là au cours d'une audience, oui, en train de défendre son dossier, oui, qui apprend qu'on l'a relevé de ses fonctions, ça ne dérange pas? Si, oui, quelque part ça dérange. Personnellement, ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange. Et ce qui atténue ma position, c'est qu'il y a certainement des choses que j'ignore. Et c'est ce que j'ignore qui pourrait atténuer un peu ma perception négative du comportement. Mais en lui-même, ce comportement peut poser problème. Je suis d'accord avec vous. Donc c'est comme ça que je dois raisonner. Moi, je raisonne sur la base de faits, de choses que je maîtrise et que je sais. Je ne crie pas. Il ne s'agit pas de crier. On discute rationnellement. On discute de choses sûres, de choses connues, et on ne suppute pas.
Et on ne convoque pas des principes généraux. C'est une question concrète. Là, dans le procédé, il peut y avoir problème. Mais, dans le fond, c'est difficile que je me prononce et je ne devrais pas. Parce que simplement, je ne comprends pas les raisons profondes ayant été à la base de son relèvement. Alors, Maître Diène Ndiaye, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des appréhensions par rapport à la suite de ce qui a été appelé, ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui la traque des biens supposés mal acquis? Des appréhensions tout simplement la suite du limogeage de Aliou Ndao. Rapprochez-vous un peu du micro. Peut-être les appréhensions, c'est peut-être ce qu'on peut considérer, et c'est le respect des droits des personnes qui vont qui comparaissent aujourd'hui devant la CREI avec le départ de Aliou Ndao. Si en fait cette décision ne va pas retarder le procès, c'est ça nos appréhensions actuellement. Alors, le procès est suspendu jusqu'au 1er décembre. Voilà, il reprend le 1er décembre. Le procès est suspendu jusqu'au 1er décembre. Mais est-ce que d'ici là, la personne, le procureur qui va le remplacer, va suffisamment s'imprégner des dossiers? Est-ce que dans ce cadre, on pourra dire qu'il y aura un procès équitable? C'est ça les préoccupations que nous avons en tant qu'organisation de défense des droits. Encore surtout que d'ailleurs nous avions toujours estimé que dans le cadre de ce procès-là, les droits à un procès équitable posent problème. Parce que nous avons déjà dit notre position par rapport à la CREI. Nous avons estimé que c'est et rajouter limoger un procureur qui défendait déjà son dossier et ensuite nommer quelqu'un d'autre, je pense que c'est rajouter à une bonne tenue du procès. Et c'est ça nos appréhensions en tant qu'organisation de défense des droits humains. Hassan Ba, pourquoi vous soutenez très rapidement que la CREI avait été supprimée? Oui, parce qu'il y a la loi 84 qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui a supprimé et qui a fait l'objet d'une ordonnance judiciaire. Et sur le libellé justement de cette loi, la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne figure pas sur ce tableau. C'est une loi de la République qui est là et elle existe jusqu'à présent. Sauf que peut-être récemment, il y a une nouvelle loi portant réajustement ou réorganisation, n'est-ce pas, de la magistrature. C'est des réalités, c'est des faits, on n'invente pas. Je me base sur une loi votée à l'Assemblée nationale, abrogée en son temps par le président Abdou Diouf. Ça, c'est connu de tous. Tous les juristes qui nous suivent le savent. Maintenant, vous savez, j'ai tantôt invoqué le fait qu'il y a en droit la hiérarchie d'un homme. Un simple décret que le président Macky Sall a pris pour ressusciter une loi, ce n'est pas possible. C'est une loi contraire aux normes. La CREI n'existe pas. Et de toute façon, le débat de fond, ils ont incité, ils ont persisté. Bon, mais on verra bien. On verra bien. Parce que de toute façon, toutes les juridictions du monde, n'est-ce pas, ne peuvent pas donner une existence officielle et réelle. Et surtout que quand ces choses-là ne répondent pas aux normes des droits humains. C'est ça le fond du problème. On reste avec vous, c'est le dernier thème, mais très rapidement, on va faire juste un tour de table. Il nous reste 15 petites minutes. C'est la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre Mahamat Dionne, tenue devant l'Assemblée nationale mardi dernier. Une déclaration dominée par le plan Sénégal émergent. En tant qu'opposition, vous avez été convaincu par le grand oral du Premier ministre Dionne? Non, franchement, nous n'avons pas été convaincus. Vous êtes un nihiliste, finalement? Non, je ne suis pas nihiliste, c'est parce que rien de concret n'a été dit justement à partir de cette déclaration. Je vais d'abord vous dire une chose, Mamoudou. Voilà un Premier ministre de la République qui a été directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale en son temps, le président Macky Sall, qui connaît les lois qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi organique qu'il n'ignore pas et qui lui impose, lui, en tant que Premier ministre, de venir faire sa déclaration avant 3 mois à partir de sa nomination et qui dépasse ces 3 mois. Donc il vient faire
ça déclenche dans l'inégalité constitutionnelle. Vous m'excusez de le dire, mais c'est pas la première fois. Non, écoutez, c'est pas la première fois. Nous, on sort cela. Je ne sais pas s'il a violé la loi, non, mais ce n'est pas il a violé la loi. C'est une réalité. Oser dire qu'il a violé la loi. Parce qu'il n'a pas fait la déclaration conformément à la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une réalité. Donc, il ne peut pas y avoir mieux qu'une violation de la loi par rapport à ça. Ensuite, ce qui nous a servi, mais c'est du tangle-tiep, comme le disaient mes cousins sérères. C'est un peu ce que Abdoul Mbaye avait dit, quelque chose de Mimi Touré, et puis lui, il vient, etc. Il faut travailler, accélérer la cadence, etc. Non, je crois qu'on n'a pas besoin de cette chanson-là. Le Sénégal est très fatigué. Les Sénégalais sont très fatigués. Les Sénégalais ont besoin de manger à leur faim. Les jeunes ont besoin de travail. Les jeunes diplômés ont besoin de trouver véritablement des solutions à leurs problèmes. Les Sénégalais malades veulent se soigner. Vous comprenez? Mes parents, Peul et autres paysans au niveau du monde rural veulent trouver leurs conditions changées. Voilà c'est de ça qu'il a parlé. Non, c'est des phraséologies. C'est uniquement on veut, on sollicite. Non, c'est de l'illusion. Comprenez? Nous voulons des choses concrètes. C'est pour cela que le président Macky Sall a été mis ici. Il est incapable de régler les problèmes sénégalais. L'emploi des jeunes, 500 000 qu'il avait promis. Alors pendant... Vous voulez des choses concrètes. S'il dit, parce que j'aimerais bien quand on parle aussi qu'on parle... Je suis d'accord avec vous. Concrète, quand il dit que son premier chantier en tant que Premier ministre, c'est la réhabilitation de la route Fatick-Kaolack, dégradée lors du règne du PDS, ça c'est pas concret ça? Qui était le Premier ministre en ce moment-là? Non, moi je dis... Alors, écoutez, c'est pas concret. Écoutez, non, ce n'est pas concret, c'est des redites justement. Parce que lui, en ce moment, il était là-dedans, il était directeur de cabinet du Premier ministre, il était là. Il le sait, lui. Premier ministre. Oui, il le sait, lui. Mais écoutez, ce n'est pas ça le problème. Franchement, je considère, honnêtement parlant, que le gouvernement est mal barré. Ils font tout, sauf du travail. Ils ne travaillent pas. Fatou Diagne Senghor, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la déclaration de politique générale du Premier ministre? C'est vrai, c'est surtout les droits de l'homme, les libertés qui vous intéressent, mais bon, en tant que citoyenne, tout simplement. Oui, bon, il y a beaucoup d'aspects qui nous intéressent. La question de la réforme des institutions, ça nous intéresse beaucoup et je pense que c'est un sujet sur lequel je pense que le Premier ministre s'est appesanti et nous avons hâte de voir en fait ce processus se finaliser pour en fait renforcer les acquis du Sénégal et faire en sorte que l'instabilité sur certains plans puisse être en fait dépassée. L'autre chose, peut-être aussi, les droits économiques sociaux des couches vulnérables. Par exemple, le droit à la santé de la reproduction des femmes dans les zones éloignées, le manque de clients, de personnel de santé dans certaines zones du pays. Nous, ça nous préoccupe. Ce n'est pas seulement la liberté d'expression qui nous intéresse seulement. On a la liberté d'expression pour aussi pouvoir insister sur nos autres droits. Donc, le droit à la santé de la reproduction de la femme, que la femme puisse donner la vie sans perdre la vie. Mais aussi, je pense qu'il y a une chose qui m'intéresse et nous allons vraiment faire du monitoring pour faire en sorte que ça soit une réalité. Je pense que l'Afrique a beaucoup souffert et le patriotisme économique doit être aujourd'hui et maintenant. Je pense qu'avec tous ces grands chantiers, il faut que les Sénégalais s'y voient et les Africains s'y voient. Il ne faut pas que ça aille à d'autres seulement. Il faut que nos entreprises puissent vivre. Il faut vraiment faire travailler surtout les ouvriers sénégalais pour que la richesse puisse être partagée. Moi, je suis plus d'avis qu'il faut créer des conditions pour l'emploi, plus que de gagner des marchés et d'avoir des entreprises multinationales qui vont prendre le gros lot et laisser des miettes aux entreprises sénégalaises. Il faut, c'est vrai, les aider à assainir le climat des affaires, les renforcer pour une grande gestion, mais je pense qu'il faut que l'État y mette les moyens et aide les entreprises nationales à pouvoir être compétitifs. Alors, Maître Diène Ndiaye, j'ai fait exprès, Luc Sarr, je reviens à vous tout à l'heure. C'est le troisième Premier ministre du président Macky Sall, Mohamed Dionne. Le premier Premier ministre, Abdoul Mbaye, lors de sa DPG, a beaucoup insisté sur la réduction du déficit budgétaire. Celle qui lui a succédé, Mme Aminata Touré, a beaucoup parlé d'accélération de la cadence pour la réalisation des chantiers du président Macky Sall.
Mohamed Dionne qui insiste sur le plan Sénégal émergent. Avez-vous senti une rupture entre ces trois discours, ces trois DPG? Bon, je pense que les trois discours s'inscrivent peut-être toujours dans la même dynamique d'améliorer les conditions de vie des populations, hein, et donc de faire en sorte que le Sénégal puisse aller de l'avant. Donc ça, c'est à saluer. Bon, nous tous, ma camarade comment encore là, Oui. de article 20, Fatou 19 l'a dit, Senghor, voilà, oui, l'a dit. directrice En fait, exécutive de l'article 19. les droits humains ne se résument pas uniquement aux droits civils et politiques. Pour un pays qui est pauvre, c'est difficile que il y a beaucoup il y a les droits économiques et sociaux qui sont à respecter. C'est vrai que c'est dommage que le Sénégal n'a pas ratifié le pacte relatif aux droits économiques et sociaux pour être davantage comment encore là, se souscrire davantage à cette obligation. Ça aurait permis aux citoyens de faire en sorte d'exiger qu'on construise des écoles davantage en faisant des recours, mais l'engagement de l'État à faire en sorte que la couverture médicale soit universelle, déjà c'est à saluer. Nous sommes preneurs. Mais également le fait de faire des progrès dans l'éducation en construisant des écoles, en construisant des routes. Ce que je déplore, c'est qu'en réalité, la route Fatick-Kaolack, parce que moi je suis de la région, ça fait plusieurs années qu'on nous promet que oui, ça va démarrer. Aujourd'hui, ça c'est ma position personnelle, hein, c'est pas la position d'Amnesty encore une fois. Oui. Mais c'est que on nous a encore dit que ça va démarrer en janvier, en 2015. En 2015, je pense que c'est ça qu'on nous... Et au départ, on avait indiqué que ça allait commencer avant la fin de l'année pour une route nationale, disons internationale, parce que tous les camionneurs passent là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, les camionneurs ont commencé à faire le détour pour passer par Gossas. Oui. Et donc, du coup, ces routes-là également risquent de... Surtout que c'est des routes, à mon avis, qui ne sont pas suffisamment bien faites par rapport à la route nationale. Ouais. Donc, le fait que les camionneurs contournent maintenant pour passer par Gossas pour aller à Kaolack, ça va créer d'autres problèmes également. Ouais. Je pense que pour accélérer la cadence, c'était en fait aller dans le sens de construire rapidement cette route-là. Parce que les populations en ont suffisamment souffert. Je parle parce que je suis de la région, je suis de Fatick. Donc, parce que quand même, les citoyens ont besoin de ce que cette route démarre le plus rapidement possible. En tout cas, c'est une déclaration qui a été faite. Bon, nous saluons l'engagement du Sénégal à aller dans le progrès et de l'émergence. Nous saluons également cet engagement d'accélérer la cadence pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et je pense que les populations ont besoin de cela. Donc, nous prenons acte et on va juger, nous allons juger sur pièce. Comment encore là, voilà, sur pièce. Merci. Voilà. Alors, Luc Sarr de la paire, qu'est-ce que vous répondez quand certains disent que c'est des redites, troisième Premier ministre en 2 ans et demi de pouvoir, il ne peut pas apporter quelque chose de nouveau, lui, Mohamed Dionne, actuel Premier ministre? Merci Mamoudou. Je crois que M. Ba ne comprend absolument rien du contenu du discours du Premier ministre. Absolument rien. Je dis absolument rien et je suis formel. Le discours du Premier ministre, d'abord, Mamoudou, pour répondre à votre question avant d'engager le débat de fond, je ne discute pas des qualités intrinsèques du Premier ministre. Très haut cadre, donc dans les institutions financières, etc., qui a accompagné le président de la République, dont il a été le directeur de cabinet quand il était Premier ministre, qui a été son directeur de cabinet quand il était président de l'Assemblée nationale. Donc,
connaît un peu les arcanes du pouvoir administratif général. Je ne discute pas un peu de ses qualités fondamentales. L'autre élément, je parle maintenant des questions de fond. Des questions de fond. Monsieur le Premier ministre Abdoul Mbaye avait pour objectif, du point de vue du contexte historique du Sénégal, de stabiliser et de créer les conditions de redécollage du Sénégal. Le pays était abîmé, le pays était à genoux. Il fallait bloquer un peu la spirale de décadence du Sénégal dévissé. Il fallait le stabiliser. Il y a réussi? Partiellement. 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 Celle qu'il a remplacée, en l'occurrence Mme Aminata Touré, comme vous dites, elle est associée à cette expression-là, accélérer la cadence, a enclenché une dynamique d'amorce. D'amorce. Elle a amorcé un processus de réforme. C'est elle qui a fondamentalement posé les questions relatives à la traite des biens mal acquis. Elle a posé, n'est-ce pas, des actes forts sur la réduction des comptes, etc. Donc, elle a été dans cette amorce-là de rectification. Elle aussi a réussi. Elle a réussi en grande partie. Partiellement. Non, en grande partie. En grande partie. En grande partie. Et elle a fait mieux qu'Abdoul Mbaye alors. Je ne compare pas. D'accord. Maintenant, le Premier ministre actuel, Mohamed Dionne, Mamadou, vous voulez me piéger là, je vois un peu. Je ne vous piège pas. Je vois. Maintenant, l'actuel Premier ministre, voilà, l'actuel Premier ministre est dans l'action et dans la finalisation du processus en gardant le cap. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit que je suis aujourd'hui dans l'obligation de valoriser, de vitaliser le processus politico-économique de transformation radicale du Sénégal tel que perçu par le président Macky Sall. Qu'est-ce que cela veut dire? Plan Sénégal émergent, très simple, 3 axes. 3 axes simplement. Le premier, c'est une profonde restructuration, je dis modification structurelle de l'économie. L'économie sénégalaise qui a vécu sur des bases coloniales, depuis le pacte colonial, exporter, faire, comme disait madame, en partie, faire appel à l'expertise internationale, donc mettre étouffé. C'est ce modèle-là, hérité du colonialisme, qui a prévalu. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Comment? Je vous dirai comment. Premier axe. Deuxième axe, il dit une politique redistributive, une politique sociale redistributive. L'homme sénégalais au cœur du projet. Bourse familiale, CME, les enfants de 0 à 5 ans qui sont exemptés de paiement, les femmes en grossesse, des avancées significatives ont été faites sous le rapport. Et c'est important, 17 jours seulement après son avènement au pouvoir, la première mesure prise par le président Macky Sall, c'est de baisser les denrées des prix de première nécessité. Les prix des denrées de première nécessité. C'est objectif, ce n'est pas un débat, c'est du concret. Aujourd'hui, le Premier ministre dit quoi? Nous avons donc l'obligation d'une modification structurelle, de mettre en avant les questions sociales au cœur du projet. Il a quand même parlé de changement de vision. Là, on n'a pas compris. Dans notre entendement, c'est une seule et même vision. Hein? Non, du tout. Incarnée par le président Macky Sall. Ah oui, Ou bien on change de vision au gré des premiers ministres. Non, Mamadou. Quand il dit changement de vision, cela veut dire que, comme j'ai dit, le cap de la stabilité étant atteint, celui de l'amorce étant réalisé, il fallait passer à une étape supérieure. Il n'est plus question aujourd'hui de se focaliser sur les détails. Il faut regarder. Nous avons aujourd'hui un programme routier incroyable. Nous avons aujourd'hui posé l'acte 3 de la décentralisation, qui est une refondation territoriale du Sénégal. Désormais, dans les 3 grandes différences qui ont scandé l'évolution du monde, travail capital, travail intellectuel et travail manuel, villes et campagnes. Par l'acte 3, le président Macky Sall met fin à cette subdivision entre villes et campagnes. Il n'y a plus de Kaukau et de Tar. Désormais, tout est Tar. Donc, ce changement de paradigme, de lexique même et de perception est une donnée majeure, centrale dans l'histoire du Sénégal. Jamais dit depuis l'indépendance. Je dis jamais depuis l'indépendance. Questions n'ont été aussi fortement posées et que dans le langage collectif des Sénégalais. Nous avons des nouveautés. On a connu en 1979 le PREF avec Senghor, l'FMI qui entre, Diouf avec les plans d'ajustement structurel.
Wade, c'est le sorti. À quand le PSE, pour poser la question de manière presque vulgaire, comme on le disait à l'époque, à quand la fin de l'indépendance? À quand le PSE? On en a beaucoup parlé, beaucoup de théories. Le PSE a débuté. Oui, parce que nous avons réalisé sur les 25 portefeuilles, sur les 27 éléments constitutifs de ce qu'on appelle la dimension prioritaire 2014-2018. Sur le portefeuille des 25 projets, d'abord, nous avons réalisé 12. Sur le niveau des infrastructures, ah oui, 12 déjà. 12. Ok, où sont les 12? Attendez, justement. Ouais. Quand je dis 12, 6 ont déjà été réalisés. Quand je dis programme au niveau aéroportuaire, je connais un peu ce qui se passe parce que je suis le président du conseil d'orientation des aéroports du Sénégal. Ah oui. Donc je connais bien comment ça fonctionne. Vous avez conçu un aéroport là? L'aéroport de Dias est déjà pratiquement fini. On va commencer par le président Abdoulaye Wade. Ah, ça fait partie du PSE aussi. Non, du tout. Les routes qui mènent à l'aéroport Blaise Diagne, il y a un système autoroutier, Mamadou. L'aéroport, le système autoroutier, Thiès, Dakar, Touba, et le système autoroutier qui mène de Dakar directement à EBD. Ça n'avait été fait. Nous y sommes. Nous y sommes. Et je te dis, le pont de Nyoum, nous avons le pont de Ziguinchor, nous avons aujourd'hui un programme réel et on va être jugé. Et c'est ça qui est important. Hassan Ba, 30 secondes. Il a répondu à vos interpellations. Mais 30 secondes, ne dites pas ça. Vous savez bien que vous n'êtes pas déficitaire. Mais quand il dit que je ne comprends rien du programme, c'est que votre programme, c'est zéro. Pratiquement. Que parlez-vous de 600 entreprises fermées, du chômage? Quand les étudiants à qui vous avez tiré des balles, et vous en avez tué, et aujourd'hui, ils courent les rues pour retrouver leur bourse. Que parlez-vous aujourd'hui des 5 milliards de dettes impayées du monde rural? Que parlez-vous de multiples problèmes qui sont là? Non, écoutez, soyez galant, Luc. Soyez galant, Luc. Je vous ai écouté. Et la patience de m'écouter. Soyez galant quand même, on est en un débat civilisé. Les Sénégalais nous regardent. Alors, que parlons-nous de cela? Les chômages endémiques, vous aviez promis 500 000 emplois pour les 5 ans. Qu'est-ce que vous en avez fait? Absolument rien. La théorie puérile, nous ne saurons vivre de cette théorie puérile. Nous voulons des actes concrets pour développer ce pays. Voilà, ça se termine comme ça, toujours au Sénégal, un débat politique. Merci à nos chers invités, Fatou Diagne Senghor, directeur exécutif de Article 19, Afrique de l'Ouest, Hassan Ba, du comité directeur du PDS, Luc Sarr, du secrétariat national de l'APR et conseiller politique du chef de l'État, et enfin, Maître Diène Ndiaye d'Amnesty International section sénégalaise. Merci à l'équipe technique autour de Vieux Diouf, réalisateur, mais aussi à Barkaba pour la thématisation de cette émission et les invitations lancées à nos honorables convives autour de cette table. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bonsoir.